Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc, j'ai la mission d'introduire et d'animer cette table ronde qui porte sur les transitions nutritionnelles et protéiques. La population mondiale continue d'augmenter, comme vous le savez. Donc, nous sommes aujourd'hui 7,7 milliards d'êtres humains sur Terre. On se demande donc d'une part si l'on va réussir à nourrir tout ce monde dans un futur plus ou moins proche. Est-ce possible, compte tenu des limites physiques de la Terre, ou bien faudra-t-il réguler sa population ou encore inventer de nouveaux modes de production alimentaire? On se demande d'autre part de quoi l'on va pouvoir nourrir le monde de demain quand on sait les conséquences sanitaires et environnementales de la production et de la consommation de certaines catégories de nos aliments, notamment les produits animaux, qui seront au cœur de notre table ronde ce soir. Alors pour introduire cette table ronde, justement, j'ai tiré de l'actualité quelques faits récents, de différentes natures et à différentes échelles, pour vous donner à voir à la fois la complexité de cette question de la transition alimentaire et la multiplicité des enjeux qu'elle soulève. Donc à l'échelle internationale d'abord, 3 exemples concrets. En ce début d'année 2020, les Nations Unies tirent à nouveau la sonnette d'alarme et annoncent que 45 millions de personnes sont menacées par la famine en Afrique, notamment en Afrique australe. En cause, les conflits armés, la crise économique, les inégalités sociales, mais aussi, élément plus nouveau, les effets du changement climatique. Sans transition, le 12 novembre dernier, Burger King lance son premier burger végétarien, dont le steak, si l'on peut appeler ça ainsi, est composé de protéines de soja, de pommes de terre, d'huile de coco et de hème, une molécule riche en fer qui donne une couleur rouge similaire à la viande. Est-on au seuil de changement de pratique en faveur de la santé humaine et de l'environnement? Ou bien est-ce un exemple de plus de la capacité des industriels de l'agroalimentaire à digérer les critiques qu'on leur adresse et à toujours se réinventer? Et enfin, troisième exemple, depuis quelques années se développe ce que l'on nomme la viande in vitro. Entendez une viande fabriquée en laboratoire à partir d'une mise en culture de cellules souches d'un animal. Cette innovation, qui est financée par de très grands acteurs économiques, comme Google par exemple, n'est pas encore mise en marché. Elle nous laisse toutefois envisager un futur alimentaire pour le moins original. Elle permettrait d'une part la consommation de viande sans mise à mort de l'animal. Elle permettrait d'autre part des formes d'anthropophagie licite. Vous pourriez ainsi manger littéralement la personne de votre choix et même consommer un steak de vous-même. Alors j'aimerais poursuivre en prenant 3 autres exemples, toujours tirés de l'actualité récente, mais se déroulant cette fois-ci plus près de nous, en France. Aujourd'hui, vous avez a priori toutes et tous entendu parler de véganisme, ce mouvement qui prône l'arrêt de la consommation des produits animaux, la viande, le poisson, les œufs, mais aussi le miel, le cuir, etc. Et ce pour des raisons éthiques, sanitaires, environnementales. Ce mouvement, il prend de l'importance, mais plus encore, il nous invite à politiser notre rapport à l'alimentation, à reconfigurer nos liens avec le monde animal, mais il pointe aussi les limites physiologiques du corps humain. Car qui dit alimentation strictement végétalienne, dit carence en vitamine B12, et donc obligation de se supplémenter de manière artificielle. On pourrait penser, et c'est mon second exemple, que cette prise de conscience permet d'expliquer l'annonce faite en 2018 par le CREDOC, qui est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, d'une baisse de 12% de la consommation de viande en France sur les 10 dernières années. Peut-être une bonne nouvelle, me direz-vous. Une remarque toutefois, on sait que cette baisse ne concerne pas toutes les catégories de viande, car vous aurez certainement remarqué autour de vous que si la plupart des personnes déclarent manger moins de viande, c'est surtout qu'elles parlent de viande rouge. La consommation de viande de volaille, et plus encore celle contenue dans les plats préparés, continue, elle, d'augmenter, ce qui pourrait expliquer la soudaine et inattendue remontée de la consommation globale de viande en France en 2019. Et pour finir, dernier exemple donc, conformément à la loi Egalim, toute la restauration scolaire en France, de la maternelle au lycée, doit proposer au moins un menu végétarien par semaine depuis le 1er novembre 2019. Quel rôle l'État peut-il et doit-il jouer à l'égard de cette transition alimentaire? Donc pour tenter de répondre à ces questions, nous avons 2 intervenants de réputation internationale. Tout au bout à ma gauche, Nicolas Bricas, qui est socio-économiste,
qui est chercheur au CIRAD, c'est le Centre de la coopération internationale de recherche agronomique pour le développement. Donc, il dirige la chaire UNESCO intitulée Alimentation du monde, et il a conduit de nombreuses expertises sur la question de l'insécurité alimentaire et de l'alimentation durable, notamment en Afrique. Juste à ma gauche, Jean-Pierre Poulain, qui est sociologue, professeur à l'université de Toulouse-Jean Jaurès et rattaché à l'équipe du CERTOP. Il dirige la chaire intitulée Food Studies, Food Culture and Health, qui est conjointement portée par le CNRS et la Taylor's University à Kuala Lumpur, en Malaisie, où justement il développe des baromètres de l'alimentation pour comparer les modèles alimentaires des pays asiatiques et leur évolution dans le temps. Donc concrètement, voici comment cette table ronde est organisée. Nous avons environ 1h30 devant nous à partir de maintenant. Donc 1 heure allouée aux interventions de Nicolas Bricas et de Jean-Pierre Poulain. Ça fait 30 minutes chacun. Je serai impitoyable sur le temps. On va commencer par une première partie de Nicolas Bricas. Viendra ensuite l'intervention entière de Jean-Pierre Poulain. Et puis Nicolas Bricas reprendra son second tour de parole. Il nous restera enfin une vingtaine, ou je l'espère une trentaine de minutes pour les échanges avec la salle. Donc merci de préparer vos questions. Vous l'aurez certainement compris, plus que d'apporter des réponses toutes faites, l'objectif de cette table ronde est surtout de nous inviter à réfléchir tous ensemble à cette question de la transition alimentaire, de la replacer dans un contexte social, culturel, scientifique, politique, historique, et de tenter d'articuler les différents enjeux et les différentes échelles précédemment évoquées. Je ne vous invite donc pas à véritablement changer le monde, là ce soir en 1h30, mais d'abord à changer notre rapport au monde, ce qui en est quelque part la première étape et ce qui constitue l'une des tâches des sciences sociales. Je vous remercie pour votre attention et donc place au débat. Merci Tristan. Bonsoir plutôt à toutes et à tous. Je vais essayer d'abord de cadrer un peu la question de la transition nutritionnelle et protéique. Pourquoi on parle de transition nutritionnelle et protéique? C'est quoi le problème? Alors, Tristan a expliqué tout à l'heure, il y a eu des crises alimentaires récentes. La FAO vient effectivement de signaler qu'on a une crise alimentaire en cours en Afrique. Une chose qui est peut-être importante à avoir en tête, depuis 2015, c'est un fait historique absolument nouveau. C'est la première fois dans l'histoire du monde que le nombre de gens qui souffrent de la faim remonte après avoir passé des décennies à baisser. Depuis 2015, le nombre de gens qui souffrent de la faim remonte. Et donc la grande question, c'est est-ce qu'on va arriver à nourrir tout le monde? On va être 9 ou 10 milliards en 2050, et c'est la grande question que tout le monde se pose. La façon de poser d'ailleurs cette question, on va en débattre tout à l'heure. On a eu une crise en 2008, une crise des prix, une flambée des prix. On a eu une crise en 2011, à nouveau une flambée des prix. La première a provoqué ce qu'on a appelé les émeutes de la faim, la deuxième, le printemps arabe. On a eu à nouveau une crise alimentaire en 2017, on en a à nouveau une. Et donc, à chaque fois, c'est une vraie question, est-ce qu'on va arriver à nourrir tout le monde? On va juste regarder une chose, comment évolue la production agricole dans le monde. Et vous voyez la tête de cette courbe, ça c'est la production agricole mondiale. Et en fait, elle n'a pas du tout la tête d'une courbe linéaire, comme le disait Malthus, la production agricole augmente de façon linéaire, la population augmente de façon exponentielle. Non, la production agricole augmente de façon exponentielle. Vous allez me dire, d'accord, mais dans cette production, il y a une partie qui ne va pas être mangée, il y a une partie qui va partir pour les animaux, il y a une partie qui va partir dans l'industrie, il y a une partie qui va être perdue, et puis il y a la population, elle augmente. Donc il faut qu'on regarde ça en divisant cette production agricole, en regardant uniquement la part alimentaire, et on va regarder comment ça évolue par habitant. Voilà comment ça évolue par habitant. Depuis 1960 jusqu'à grosso modo aujourd'hui, ça veut dire que ça continue d'augmenter et qu'à aucun moment ça ne ralentit. Alors, la courbe bleue, la grosse courbe bleue, c'est le monde. Puis après, vous avez les différents continents. Première chose à regarder, c'est jusque dans les années 80, on est plutôt dans une situation mondiale où on ne produit pas tout à fait assez pour nourrir tout le monde. La FAO, les organisations internationales considèrent que la limite au-delà de laquelle on considère qu'on est en surproduction, c'est 2500 kilocalories par personne et par jour. Vous-même, vous ne mangez pas 2500 kilocalories par jour, ou alors vous avez une bonne activité physique, vous êtes plutôt, pour les femmes, entre 1008 et 2000, pour les hommes, entre 1000 et 2000 et 2002, et ça va dépendre après de votre activité physique. Mais retenez la limite considérée
qu'il faut essayer de dépasser pour qu'il y ait assez à manger pour tout le monde, c'est 2500 kilocalories par personne et par jour. Et vous voyez, grosso modo, la planète, elle est passée au-dessus des 2500 dans les années 80. Avec certains pays qui l'ont fait plus tardivement. Le dernier continent qui est en train de passer au-dessus, c'est l'Afrique. Et donc, ça veut dire que, alors que la population a augmenté extrêmement rapidement, alors qu'il y a eu un accroissement de la consommation de produits animaux, qui nécessitent des produits végétaux pour les nourrir, n'empêche que la production alimentaire, elle a augmenté plus rapidement que la population, et donc la situation alimentaire s'est considérablement améliorée. Et on est passé, grosso modo, dans les années 80, d'une situation où on était en pénurie, potentiellement, enfin en tout cas on produisait limite par rapport à ce qu'il y avait besoin, à une situation où on produit nettement plus. Aujourd'hui, on considère qu'on produit à peu près 30% de plus que ce dont on a besoin pour se nourrir. Et ces 30%, ils vont où? Ils vont dans le gaspillage et dans les pertes en particulier. Donc c'est important d'avoir ça en tête parce que ça veut dire qu'on n'est pas aujourd'hui dans une situation de tension en se disant on ne va pas y arriver. N'empêche qu'on nous dit oui mais attention, en 2050, on va être 9 ou 10 milliards, maintenant on dit plutôt 10 milliards. Et si ça continue comme ça, on ne va pas y arriver parce que les gens mangent de plus en plus de produits animaux et donc il faut des produits végétaux pour nourrir ces produits animaux. Donc on commence à faire le calcul. Alors c'est un peu compliqué, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Voilà. On produit, on cultive des céréales, des fourrages, on cultive des choses pour nourrir les animaux. On peut transformer ce qu'on cultive en calories, en valeur énergétique. Donc on va considérer tout ce qu'on cultive pour les animaux. On ne considère pas les pâturages naturels, on ne considère que ce qu'on cultive pour les animaux, et on va le convertir en calories, et on va diviser par les calories animales produites. À l'échelle mondiale, c'est la courbe noire qui a évolué dans le temps, donc chaque point c'est des années. On voit que grosso modo, aujourd'hui sur la planète, on produit 3 calories végétales pour obtenir 1 calorie animale. Alors c'est ça qu'on va appeler le raisonnement en calories initiales. Calories initiales, ça veut dire que je prends toutes les calories végétales qu'on a mangées, et toutes les calories animales, je les multiplie par 3, puisqu'il m'a fallu 3 calories végétales cultivées pour produire 1 calorie animale. Donc je refais ma courbe de tout à l'heure, et ça me montre que si on était dans une situation hypothétique où, non pas on arrête de manger des animaux, mais on arrête de produire pour les animaux, et on ne met les animaux que sur des pâturages naturels. Donc ça en fait beaucoup moins, ça fait des animaux beaucoup plus chers, et donc on en mange beaucoup moins souvent. Mais ça nous permet de savoir où on en est dans les capacités de nourrir la planète. Et on voit que la marge de manœuvre, elle est absolument colossale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez que la planète, si on était dans cette situation-là, elle produirait 3500 kilocalories par personne et par jour. 1000 calories de plus que ce dont on a besoin. Donc on voit qu'il y a une énorme marge de manœuvre qui se joue sur la question de la consommation des produits animaux. Et c'est ça qui va commencer à introduire l'idée qu'il faut sans doute changer les comportements alimentaires pour réduire la consommation de produits animaux. En tout cas, c'est ça que proposent un certain nombre de gens qui raisonnent sur cet équilibre offre-demande à l'échelle mondiale ou à l'échelle de chacun des continents. Si on a réussi à démentir Malthus, c'est-à-dire à augmenter la production alimentaire bien plus vite que la population, alors que Malthus disait la population va croître de façon linéaire, la production va croître de façon linéaire, la population va croître de façon exponentielle, donc on ne va pas s'en sortir. Malthus, il dit ça début du 19e siècle. Et Malthus, il n'a pas encore découvert ce qu'on va découvrir au cours du 19e siècle, c'est ce qu'on va appeler la révolution agricole, c'est-à-dire qu'on va passer d'une production où la biomasse est essentiellement fournie par le soleil à une situation où la biomasse va être produite par l'usage de ressources minières. On va aller chercher l'énergie dans le sol pour produire de l'azote chimique à partir de l'azote de l'air. C'est M. Haber et M. Bosch qui inventent ce procédé absolument extraordinaire et révolutionnaire qui va permettre de fixer l'azote de l'air et de le mettre dans les plantes. On va découvrir les mines de phosphore et les mines de potasse pour faire de l'engrais, pour nourrir les plantes. Et donc, on n'a plus besoin de boucler les cycles. On va sélectionner nos variétés pour qu'elles répondent bien. Et avec ça, on va exploser la production. Fantastique révolution qui a permis non seulement de nourrir plein de gens
en croissance, en pleine croissance, avec un fort accroissement démographique, mais qui, en plus de ça, a permis d'augmenter la production de produits animaux, d'en consommer davantage, a permis de libérer l'agriculture de ses agriculteurs, et donc d'en avoir beaucoup moins, parce que la productivité a augmenté beaucoup, donc a permis l'urbanisation, a permis tout le développement économique. Avec juste un problème, c'est que le coût environnemental et le coût social de ce système industriel, il apparaît aujourd'hui, si on imagine que tous les pays de la planète se mettent à faire la même chose, totalement intenable. Intenable d'un point de vue environnemental, pollution, émissions de gaz à effet de serre, épuisement des ressources, intenable du point de vue social, accroissement fort des disparités, exclusion du marché du travail d'une partie du système alimentaire, très grande fragilité économique, grand problème de santé, on produit trop, on mange trop, on a des nouveaux problèmes nutritionnels, et sont dénoncés également des problèmes de gouvernance accaparés par quelques grands acteurs. Tous ces facteurs de ce que la littérature appelle la non-durabilité des systèmes industriels appellent une révolution, un changement de système, et c'est comme ça qu'arrive la notion de système alimentaire. Pourquoi système alimentaire? Pourquoi ne pas s'intéresser qu'à la production, mais aussi à la transformation des produits, aussi à la consommation, et puis au rebouclage des cycles? C'est en fait pour proposer un système alternatif qui va s'appeler le système alimentaire durable, sur lequel beaucoup de gens commencent à travailler, avec l'idée de produire autrement, sans ressources non renouvelables, c'est-à-dire sans engrais chimiques, sans pesticides, uniquement avec les capacités, on va dire, de l'énergie solaire. Transformer, commercialiser, restaurer autrement, donc changer aussi ce système-là, changer la consommation avec une diminution de la consommation de produits animaux là où on les surconsomme, reboucler les cycles et changer la gouvernance. C'est dans ce contexte que intervient la question de la transition protéique pour un certain nombre de gens qui considèrent qu'il faut qu'on ait une transition protéique parce qu'il faut qu'on diminue la charge sur le système et que c'est la seule façon d'arriver à nourrir tout le monde sur la planète. Ce n'est pas ce que je dis. Je vous rends compte du débat actuellement dans ce qui se dit. Et on va revenir après l'exposé de Jean-Pierre sur qu'est-ce que ça veut dire de raisonner à cette échelle, pourquoi raisonner à cette échelle globale, et est-ce que ça a du sens de se poser la question comme ça. Mais ça, c'est pour que vous écoutiez jusqu'à la fin. Parfait. Je vais travailler en 3 temps. On parle de transition, mais alors c'est infernal, tout est une transition. Et on a le sentiment qu'on parle de la même chose, et ce n'est pas vraiment le cas. Donc je voudrais qu'on passe en revue un petit peu les modèles de la transition. Et grosso modo, il y a 2 familles de modèles. Il y a des modèles qui essayent de comprendre comment des changements s'opèrent, comment on passe d'une situation à une autre, et comment dans ce passage d'une situation à une autre, on a des décalages temporels au niveau des strates du changement. Et comment de ces décalages temporels naissent des problèmes. Et puis, on a un autre modèle de la transition qui est une lecture des changements en étapes. Et de temps en temps, on se retrouve avec des auteurs qui, parfois même, se font référence les uns aux autres, en s'adossant à des modèles qui sont assez différents. Alors, je voudrais ça fait un peu théorique, ça, mais je voudrais qu'on regarde ça, parce que ça a quelques applications pratiques après. Alors, un premier bassin de la notion de transition, chez les économistes, on est un peu avant et après la Seconde Guerre mondiale. Alors il y a Clark et Fisher aux États-Unis, en France on a Fourastier, qui vont essayer de comprendre comment les sociétés se transforment à partir de ces 3 grandes catégories d'emplois, qui sont les emplois primaires, secondaires, industriels et tertiaires. Alors c'est intéressant parce qu'on voit comment la société se transforme d'un monde rural à un monde urbain, et d'un monde dans lequel on est en activité physique à un monde dans lequel on est un monde qui se tertiarise. Donc ce n'est pas aussi éloigné que ça. Mais vous voyez ici, on est dans une transformation. Et cette transformation, alors, ce modèle de Clark a donné des travaux d'une grande finesse. Vous avez ici les travaux sur les États-Unis, où vous voyez les différentes évolutions. Vous voyez des moments de cassure avec des guerres, avec la guerre du Vietnam. On voit que dans la durée, eh bien, ces phénomènes continuent. Et puis, juste pour parler un tout petit peu de l'Asie, vous voyez comment
la Chine est en train de se tertiariser et comment l'univers agricole de la Chine, ça c'est l'emploi agricole, diminue. Alors, ces travaux, je termine avec cette première grille de lecture, font l'objet aujourd'hui d'une réanalyse ou d'un complément, notamment en introduisant ce qu'on appelle les activités quaternaires, qui sont les jeux vidéo, la musique, tout un ensemble d'activités, Google, tout un ensemble d'activités qui, autour de nouvelles technologies, développent de l'emploi de façon extrêmement importante et contribuent encore à voir les sociétés se réorganiser. Vous avez ici des évolutions de l'urbanisation à l'échelle de la planète et qui montrent qu'en 2030, les prédictions font apparaître une très forte urbanisation un peu partout. Deuxième modèle. Le modèle, c'est la transition démographique. On doit ce modèle à Frank Notenstein, qui est un démographe américain qui, dans les années 40, s'attelle à une question. La question qu'il cherche à résoudre, c'est pourquoi, quand on fait de l'aide au développement, on n'arrive pas à une situation durable. Pourquoi, après avoir introduit dans des sociétés des progrès agricoles, de l'hygiène, de l'adduction d'eau, de la redistribution plus efficace des nourritures, pourquoi, au bout d'une génération, on a un effondrement de la situation et les économies rentrent dans des phénomènes de stop and go. Alors il va analyser, pointer le regard sur deux paramètres démographiques très importants qui sont les taux de natalité et les taux de mortalité. Et ce qu'il va mettre en évidence, c'est le décalage temporel d'évolution de ces deux variables. Les taux de natalité continuent à être élevés alors qu'on a fait baisser les taux de mortalité. Alors comment les taux de mortalité baissent ? Basculer un petit peu de la sous-nutrition à une alimentation un peu plus copieuse réduit toute une série de mortalités infantiles et de maladies qui sont relativement banales quand on est bien nourri, mais qui peuvent être problématiques lorsqu'on est en situation de sous-nutrition. La médicalisation de la grossesse et de l'accouchement réduisent drastiquement la mortalité en couche et la mortalité infantile. Et on a ici, de façon assez rapide, les taux de mortalité qui baissent. Cependant, les taux de natalité continuent à être élevés. Et la conséquence de ces taux de natalité élevés, c'est ce qu'on appelle une poussée démographique. C'est-à-dire que le nombre d'individus augmente et le nombre de bouches à nourrir augmente lui aussi. Or, les progrès qu'on a introduits se retrouvent à annihiler en partie la génération qui suit. Alors ça a amené les démographes à essayer de comprendre qu'est-ce qui contrôle les taux de natalité. Et là, on va voir qu'il y a tout un ensemble de variables qui sont des variables d'organisation culturelle, voire des variables culturelles tout court. Alors d'organisation, je m'explique. Dans des sociétés dites traditionnelles, on le voit dans le schéma, les taux de natalité élevés compensent des taux de mortalité eux-mêmes élevés. Et la théorie de la transition explique le passage de cette situation à une situation dite modernisée, dans laquelle les taux de natalité sont devenus bas et les taux de mortalité ont eux-mêmes baissé. Et la population devient stable dans les deux cas. Alors, il y a toute une série de débats sur le post-transitionnel, avec grosso modo deux grandes écoles, une école de l'autorégulation plutôt américaine, et une école qui considère qu'il faut gérer la post-transition par des dispositifs, c'est plutôt les Européens, et les données empiriques qu'on a aujourd'hui vont plutôt dans le sens de l'école européenne. Alors, on a ici, ce modèle, il est très intéressant, parce que ce modèle, si je reviens sur mes taux de natalité, ils sont contrôlés par une série de phénomènes. C'est tout d'abord l'organisation d'une société quand on n'a pas de retraite. C'est beaucoup plus facile d'assumer les parents quand on est 7, 8, 9, 10 que quand on est 1 ou 2. Et donc, avoir de nombreux enfants dans des situations où l'organisation sociale ne prévoit pas ce genre de choses, et dans lequel on est dans des sociétés fortement ruralisées,
dans lequel des enfants, c'est aussi de la force de travail, momentanée, plus ou moins ponctuelle, mais c'est aussi de la force de travail. Avoir de nombreux enfants a plein d'avantages à court et à moyen terme. Mais c'est aussi une manière de définir les acteurs, c'est-à-dire la définition de la féminité, du rôle des femmes, du rôle des hommes, est largement ici en jeu dans le maintien des taux de natalité. Et donc, pour que les taux de natalité baissent, il faut que les systèmes de valeurs se transforment, incluent les systèmes religieux, qui vont regarder la naissance et un enfant de façon différente. Et ça prend du temps. Et ce modèle-là, cette famille de modèles, elle est intéressante parce qu'elle analyse les conséquences de ce décalage temporel, ici, la montée en charge de la population. Vous avez sur la droite Omran, qui est un épidémiologiste égyptien, qui dans les années 70 va reprendre ce modèle et tenter de comprendre quelles sont les raisons de mourir aux différentes étapes du cycle démographique, de la transition. Et celui-là, ce travail est particulièrement intéressant parce qu'il va nous montrer comment le statut de l'alimentation bascule dans les situations de départ dans lesquelles on est dans une logique de quantité, dans des logiques qui valorisent le court terme, manger beaucoup, c'est bien manger, et inclut les problématiques d'esthétique corporelle. Un enfant bien en chair, potelé, il est considéré comme bien, et ce n'est pas complètement stupide, parce qu'à nouveau, il prend une colique ou une chiasse, excusez-moi, il perd 1 kilo ou 2, et il est toujours là. S'il est dénutri, ça devient compliqué. Et puis de l'autre côté, à l'autre bout, eh bien, l'alimentation bascule dans le temps long avec l'univers de la prévention, les 40 premières années de la vie, dans lequel de plus en plus on a des connaissances sur les liens entre pratiques alimentaires et développement de certaines pathologies. Puis, deuxième partie de la vie où ces pathologies arrivent, s'installent, on parlera de pathologie chronique, et dans lequel l'alimentation devient un élément de la prise en charge. Voilà que l'alimentation monte en charge sur sa dimension sanitaire, mais qu'elle a, dans une première partie, elle s'inscrit dans le temps long, et dans la deuxième partie, à nouveau, elle s'inscrit dans une temporalité. Et la qualité prend le pas sur la quantité. Dans les années 70, on commence à réfléchir sur les dimensions nutritionnelles. Et dans le courant des années 90, Barry Popkin et Adam Drenowski vont commencer à développer, à publier des travaux sur ce qu'ils vont appeler la transition nutritionnelle, nutrition transition en anglais. Et ces travaux sont intéressants parce qu'ils vont pointer du doigt, vous voyez ici une évolution des produits alimentaires d'origine animale au fur et à mesure que le pouvoir d'achat augmente dans une société. Donc ils vont mettre en relation une transformation structurelle de la prise alimentaire avec des variables de type économique. Et vous voyez ce que j'ai entouré ici, quelque chose qui est ce qu'on va appeler la transition protéique, c'est-à-dire le basculement d'une situation dans laquelle les protéines d'origine végétale dominent, pour basculer dans une situation dans laquelle les protéines d'origine animale dominent. Et ce que l'on appelle la transition protéique, c'est quelque chose qui a un double sens. C'est-à-dire c'est à la fois la transition du végétal sur l'animal, quand on est en situation de développement, et la transition du végétal, de l'animal, vers le végétal. Sauf que nos deux compères, Drenowski et Popkin, vont se séparer d'un point de vue théorique. Et Barry Popkin va basculer, ou en tout cas développer un modèle qui est un modèle en stade. C'est-à-dire qu'il va imaginer toute une série d'étapes, et ces étapes, elles sont en partie en relation avec le modèle de la transition épidémiologique. Mais voilà qu'ils perdent de vue totalement les interactions entre des variables culturelles et des variables de type biologique. Je viens à la transition protéique. J'ai commencé à en parler. On pourrait la définir d'un point de vue théorique comme une situation dans laquelle je mets en abscisse l'évolution du pouvoir d'achat ou le développement d'une société,
Et on a une première étape dans laquelle la quantité des produits animaux augmente. On a une longue étape dans laquelle elle se stabilise, mais les produits changent, certains produits diminuent, d'autres augmentent, moins de viande, plus de poisson, etc. Ou l'inverse, je vous donnerai des données tout à l'heure. Et puis on a potentiellement une situation dans laquelle on aurait une baisse des protéines et des matières grasses d'origine animale. Alors je reviens 2 minutes sur la question des transitions et sur la question des protéines d'origine végétale. Tout le monde connaît le phénomène de complémentation des acides aminés à partir des protéines d'origine céréalière et des protéines d'origine légumineuse. Et on a ici des acides aminés qui sont manquants, on appelle ça des facteurs limitants, dans les uns, mais qui sont excédentaires dans les autres. Et quand on consomme de façon plus ou moins commune ces éléments-là, eh bien, on a un enrichissement de la qualité des acides aminés, donc de la qualité des protéines. Un peu partout dans le monde, de façon empirique, les cultures alimentaires ont découvert cette complémentation. Alors c'est du riz avec des haricots rouges, c'est du riz avec du soja, c'est du riz avec des tempeh, c'est du couscous avec des pois chiches, etc. La transition protéique, elle se situe à 2 niveaux. Elle se situe au niveau quand on fait de l'analyse comparative entre pays, et elle se situe à l'intérieur d'un pays. À l'intérieur d'un pays, selon les différentes couches sociales et le niveau de développement, eh bien, on va avoir des structures de prise alimentaire qui sont différentes. Elles sont symbolisées un peu sur la droite. Les 2 éléments verts, c'est des céréales et des légumineuses, puis des produits d'origine animaux. Puis, vous avez ensuite, quand on est en situation intermédiaire, une augmentation forte des produits animaux, et vous avez une diminution ensuite de ces produits animaux, une augmentation des produits végétaux. C'est un modèle un peu théorique, on va aller le confronter à des données empiriques. Vous voyez, vous vous rappelez, dans le travail de Drenowski, ici, et Popkin, on va aller s'intéresser à cet basculement entre les protéines végétales et animales. On déplie ça, et avec des données FAO, on va aller regarder, ce n'est pas un continuum évolutionniste, hein, c'est simplement une distribution du ratio animal versus plante. Et vous voyez ici, sur la gauche, il y a beaucoup de protéines végétales, très peu de protéines animales. Sur la droite, il y a beaucoup de protéines animales, peu de protéines végétales. Et là-dessus, on place différentes cultures alimentaires, différents pays. Ils ne mangent pas la même chose, hein, c'est des cultures différentes, mais elles ont la caractéristique d'être sur le même ratio de protéines végétales versus protéines animales. Alors je vous ai placé ici 2 pays sur lesquels nous on travaille, l'Indonésie. Vous voyez ici les Indonésiens qui ont un modèle alimentaire dans lequel le riz et le tempeh c'est une sorte de galette de soja, consommés simultanément, sont un élément essentiel de l'apport protéique. Et de l'autre côté, vous avez la Malaisie qui est dans une situation beaucoup plus diversifiée du point de vue des apports. Mais vous voyez les différents types de pays. Si je continue, on peut réfléchir à un certain nombre de scénarios, et il y a des données aujourd'hui qui permettent de voir ce qui est en train de se dérouler. Potentiellement pour la France, une diminution, mais encore il va falloir qu'on regarde ça de très près, des protéines d'origine animale, une augmentation des protéines végétales, alors qu'aux États-Unis, on a un maintien des protéines animales à un niveau élevé, en même temps que les protéines végétales semblent augmenter. C'est intéressant cette affaire d'analyser avec un peu plus de détails en introduisant différentes sources de protéines. Et vous avez ici, par exemple, quand vous regardez l'Indonésie, eh bien vous avez, à date, c'est-à-dire 2006 ici, 57% des protéines d'origine animale qui sont du poisson ou des produits de la mer, versus 43%. Et si je compare avec la Malaisie, je vois que la viande, elle, est beaucoup plus importante, 63%, versus 37%. Donc on va voir que la question des poissons et ce basculement entre protéines animales, protéines végétales, il va falloir le complexifier un petit peu. J'ai terminé ma première partie et je vais venir
prolonger un petit peu la réflexion ouverte tout à l'heure par Nicolas. Ça, c'est la théorie de Malthus. Il l'a présentée, je ne perds pas de temps. La population augmente. Et puis, on a eu toute une série, on dirait aujourd'hui, de lanceurs d'alerte. Vous avez Dumont, vous vous rappelez Dumont, les plus anciens parmi nous. 74, élection présidentielle. Dumont arrive à la télévision avec un verre d'eau. Il boit le verre d'eau et il dit ce que je viens de faire, en l'an 2000, on ne pourra plus le faire. Il a eu tort, mais sans doute a-t-il eu raison de nous alerter. Et vous avez ce jeu ici de ces différentes alertes qui vont faire que les choses vont se transformer. Alors regardez ce texte d'un agronome allemand qui, en 1942, publie un ouvrage, il est rédigé avant, mais il est publié en 1942 en français, « Du pain pour 2 milliards d'hommes ». Alors c'est absolument fascinant, pour 2 points. D'abord, l'ethnocentrisme, comme si tout le monde mangeait du pain. Et le deuxième élément, c'est l'inquiétude, c'est 2 milliards. Et ce que nous expliquait tout à l'heure Nicolas, c'est qu'effectivement, on a projeté ce qu'on appelle la trappe de Malthus. Elle s'est éloignée. Et on va essayer de voir ce qui se passe. Mais René Dumont, 1974, Klatzmann, qui est un économiste qui va réfléchir à nouveau dans les années 90, et cette question, elle va revenir. On voit aussi que on a des tensions sur des matières premières et sur des produits avec une série de pays dans lesquels on a des gens qui sont très proches des niveaux de pauvreté et qui, dès que les produits alimentaires de base montent un peu, se retrouvent dans des situations compliquées. Et ce que Nicolas a appelé les émeutes de la faim, on voit dans cette transformation, dans cette montée des prix sur le riz et sur le blé, comment en quelques semaines, on a eu, dans différents pays du monde, des émeutes. 2009, on commence à ressortir les cartes sur la faim. Avant, on est obsédé par l'obésité. L'obésité devient le grand problème mondial. Et quand on est dans certains pays en développement, ça fait même bien d'avoir des obèses. Il y a bien d'autres problèmes aussi. La question de la faim dans le monde et du nombre de personnes qui souffrent de malnutrition en termes de quantité est une question importante. Et on la voit réapparaître là. Je saute ça, on en discutera plus tard. Vous voyez cette manière de poser le problème en termes économiques, en termes de production. On va assister à un tournant environnemental. Alors sans doute, les prises de conscience autour de la problématique du climat vont y contribuer. Mais 2 éléments vont arriver à l'horizon. Un, la problématique de la santé des populations. Alors j'ai peut-être eu tort de jeter un peu rapidement l'obésité. L'obésité va participer à une prise de conscience de ce qu'on a appelé le double fardeau des pays en développement. C'est-à-dire que vous avez toute une série de pays qui vont être confrontés simultanément à la sous-nutrition et à la surnutrition. Et donc le lien entre santé et alimentation, dont on a vu la transformation avec la transition épidémiologique, de plus en plus va s'installer à l'horizon. Et le deuxième élément, c'est la problématique de la santé de la planète. C'est-à-dire, nos choix alimentaires peuvent avoir des conséquences sur la planète, et quels sont-ils ? Alors très vite, la question de l'alimentation animale et des conditions de sa production se pose. Je voudrais qu'on prenne la mesure de, j'allais dire, la longue histoire de cette question. Les plus anciens d'entre nous se rappellent, après 68, au début des années 70, le Nouvel Observateur publie un supplément écologique. Ce canard pousse la pensée écologique et pousse l'écologie politique. Et le premier numéro de ce supplément, qui s'intitule « Le sauvage », titre « Les militants du légume, préparons-nous à devenir végétariens ». Et le contenu du journal, c'est une argumentation qui était tout à l'heure déployée. Alors, ils n'étaient pas aussi fins que Nicolas.
à l'époque, puisque ce n'était pas un rapport de 1 à 3, mais c'était un rapport de 1 à 7, encore plus dramatique. Donc 7 protéines ou 7 calories animales, végétales pour produire une calorie animale. Entre-temps, l'agronomie a fait des progrès, et on est passé de 1 à 3, mais on mange aussi beaucoup plus de poulet et de choses qui consomment moins de protéines. Alors, cette question, le week-end dernier, je rangeais mon bureau, ça ne m'arrive pas souvent, et je tombe sur le Nouvel Obs, cette fois-ci en 96. On n'est pas au début des années 70. Les Français, pourquoi les Français deviennent végétariens? Mais comment cette question, elle apparaît, disparaît, réapparaît, et cette question de la conversion et de l'apparition de cette question, de sa thématisation, me paraît tout à fait intéressante. Et alors, j'ai eu le plaisir de retrouver dans un chapitre, l'angoisse du carnivore, notre collègue Claude Fischler. Rien ne change, à part un tout petit peu les cheveux sur la tête de Claude. Mais on a une espèce de permanence. On pourrait faire la même interview aujourd'hui, et je pourrais la lire, vous verrez, ça semble écrit il y a quelques heures. Alors, ce papier a été publié dans Science il y a 2 ans. Et il nous amène à réfléchir aux modalités de production de nos aliments. Et vous voyez ici, la vision qu'on a à gauche, c'est un impact environnemental indépendant des modalités de la production. Et donc on voit les produits, le bœuf par exemple, avoir un impact environnemental très important. Et puis vous voyez dans le document de gauche, selon les modalités de la production, selon ce que l'on donne à manger à l'animal, selon les conditions, l'impact environnemental change. Si l'animal transforme du non mangeable en protéines animales consommables par l'homme, ou s'il consomme des protéines végétales qui sont elles-mêmes potentiellement mangeables par des hommes, s'il est en concurrence avec les humains ou en non-concurrence, alors on n'est pas dans le même contexte. Parfait, 5 minutes, c'est ce qu'il me faut pour finir. J'arrive à ma troisième partie. Et ma troisième partie, donc, si je reviens sur le modèle de Malthus, ce que les années qui viennent de s'écouler ont montré, c'est qu'on arrive à lever cette droite considérablement. Ça a été la démonstration de Nicolas. Et qu'il y a un autre levier. L'autre levier, c'est celui, en fin de compte, Malthus, il mettait la population, c'est-à-dire le nombre d'individus. Et il nous faut changer cette lecture. Il nous faut changer cette lecture en la transformant par les besoins en alimentation. Et les besoins en alimentation, ils sont la conséquence du nombre de bouches à nourrir, mais du modèle alimentaire qu'ils utilisent, c'est-à-dire de ce qu'ils mangent. Et là, on voit monter à ce moment-là 2 leviers d'action. Et ces leviers d'action, on a vu les leviers que l'on avait du côté du gaspillage, levier considérable. Mais la transformation des modèles, elle est très importante. Et les modèles, c'est ça. Regardez, ces données qui viennent de Montpellier d'ailleurs. Ça permet de rendre hommage à Malassi et Padilla. Des données simples, avec des disponibilités alimentaires. Regardez combien il y a de différences et combien l'impact environnemental est différent. Nos modèles alimentaires ne sont intéressants pas seulement pour des raisons romantiques qui renverraient à l'histoire, aux liens, aux générations. Bien sûr, c'est important. Mais ce sont des ressources dans l'affrontement du challenge de la faim. Ce sont des ressources parce qu'avec elles, on n'a pas tous les œufs dans le même panier. Et je vais terminer, parce qu'il me reste 3 minutes, je vais terminer avec justement quelques données. Ce que nous faisons en Asie, c'est qu'on étudie les évolutions en appliquant 4 modèles. Le modèle de la transition classique, animal versus plante-protéine. Mais le deuxième modèle, on introduit beaucoup le poisson. Et pour comprendre ce qui se passe en Indonésie, quand il y a du pouvoir d'achat qui arrive, c'est d'abord du poisson. Et puis c'est ensuite de la viande. Et plus ça s'urbanise, plus c'est la viande. Parce que le poisson, on n'arrive pas à le trouver comme on veut. Comme on veut, ça veut dire vivant. Ça veut dire des modalités qui sont définies par la culture. Et puis,
Et une troisième approche, c'est un profilage des protéines avec l'ensemble des sources. Les céréales, les légumineuses, les produits laitiers, etc., qui permet de voir les phénomènes d'évolution, comment certains produits montent ou diminuent. Et puis, plus anthropologique, un travail sur la problématique de la mort animale. C'est-à-dire comment les sociétés gèrent cette question et comment les sociétés se modernisant ont de plus en plus de difficultés à gérer cette question. Mais, à nouveau, à l'échelle de la diversité de la planète, en fonction des cultures, en fonction des religions, ces questions ne prennent pas exactement la même configuration et le même sens. Juste quelques exemples. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Indonésie? Bien, vous voyez, on est passé de ce point bleu, qui était celui que je décrivais tout à l'heure, à ce point jaune, dans lequel vous avez ici la moyenne de l'Indonésie, mais vous voyez comment l'Indonésie est devenue extrêmement différente, diverse, entre l'Indonésie rurale et l'Indonésie de Jakarta. Et comment, globalement, les poissons ont diminué, mais quand on va faire une analyse par région, eh bien, les poissons vont jouer un rôle particulier. Comment en Malaisie, par exemple, eh bien, on va avoir une situation qui n'a quasiment pas bougé du point de vue du ratio, mais que la quantité de viande a, elle, augmenté. Je termine avec ça. Vous avez un schéma ici qui montre la transition en fonction de deux critères. Des critères de position sociale, je suis plus ou moins haut dans l'échelle sociale, j'ai plus ou moins d'argent, et des critères d'appartenance culturelle, d'appartenance ethnique. On est en Malaisie. En Malaisie, il y a des Indiens, il y a des Malais et il y a des Chinois. Et quand vous regardez ici, vous voyez ces bâtons qui font un peu ésotérique, là, vous avez en fin de compte les Chinois, quand ils sont riches et qui sont en haut de l'échelle sociale, en ce moment, sont en train de diminuer la consommation de protéines animales. Les Indiens, qui ne sont pas tout à fait dans les mêmes positions, même quand ils sont riches, ils augmentent la consommation. Ils ne partent pas du même endroit, ils ne partent pas de la même façon, mais vous voyez ici deux formes de transition à l'intérieur de la même société. Voilà rapidement présenté quelques éléments pour engager la discussion. Si vous voulez prolonger, il y a quelques lectures possibles. Merci Jean-Pierre pour cet exposé. Donc, je vais repasser la parole à Nicolas pour une dizaine ou quinzaine de minutes. Oui, en fait, je ne vais pas forcément utiliser mes diapos, sauf si vous avez envie, après qu'on voit encore des courbes, mais je voudrais m'interroger un peu sur trois choses. Qu'est-ce que induit dans notre vision des changements de l'alimentation ce raisonnement très macro, à l'échelle de la population, à l'échelle de macronutriments, les protéines, les calories, le végétal, l'animal, etc. Donc c'est un mode de raisonnement très global, très macro. Et je voudrais réfléchir avec vous, qu'est-ce que ça veut dire de raisonner à ce niveau-là et qu'est-ce que ça induit dans notre idée du changement alimentaire? La deuxième question que je voudrais poser, c'est qui utilise le plus ce type de raisonnement et pourquoi ce type de raisonnement est-il utilisé aujourd'hui fortement par un certain nombre d'acteurs? Qui sont ces acteurs et pourquoi ils utilisent ce type de raisonnement? Et puis la troisième chose, c'est qu'il me semble qu'on est en train de vivre un appel d'un certain nombre de gens à ce que j'appelle une véritable rupture anthropologique de la façon dont les humains entendent se relier à la nature, aux animaux, au corps humain, etc. demain, et donc de nous interroger sur ce que ça veut dire et de mettre ça en rapport avec la mode actuelle de la collapsologie. Première chose, qu'est-ce qu'induit dans notre raisonnement ce raisonnement macro, ces visions, ces données macro? Il nous montre, et je vous l'ai montré dans mes courbes, Jean-Pierre vous l'a montré dans ses courbes, il nous montre que tous les pays ont l'air d'aller vers le même endroit. Et l'idée de la transition, c'est bien ça aussi, c'est on passe d'une situation où les protéines étaient surtout végétales et aujourd'hui elles deviennent plutôt animales. Les calories étaient beaucoup fournies par les glucides et aujourd'hui elles sont aussi beaucoup fournies par les lipides. Donc on a l'impression finalement que tous les pays avec le développement économique vont vers le même modèle alimentaire.
et qu'il y aurait donc une espèce de tendance à l'uniformisation de notre alimentation. Tout le monde subirait finalement le même chemin, et puis on arrivera demain à finalement tous manger à peu près de la même façon, en tout cas sur la même structure macro-nutritionnelle. Et c'est vrai, ça marche, ça fonctionne. On prend toutes les analyses, longue période, on voit que tout le monde, tous les pays en tout cas, vont vers le même type de modèle. Après, quand on commence à descendre, alors c'est ce que Jean-Pierre fait, quand on commence à descendre dans des choses plus fines, ok, protéines, mais derrière protéines, c'est quoi? C'est quels animaux, c'est quel type de végétaux, et là on commence à parler de poissons, on parle de bœuf, de porc, de poulet, et là on commence à voir que par exemple en Inde, on n'a pas du tout d'augmentation de la consommation de viande, même quand on s'enrichit, et même les plus riches mangent moins de viande que la classe moyenne. Mais par contre, que les produits laitiers, effectivement, augmentent. Donc quand on commence à aller dans des échelles un peu plus fines, on commence à voir qu'en fait, tous les pays ne vont pas du tout dans le même sens. Et puis allons encore dans une échelle encore plus fine. Ok, plein de pays mangent du poulet, mais est-ce que tout le monde mange du poulet de la même façon? Et donc on va commencer à regarder dans les cuisines, dans les manières de table, dans les représentations. Et là, on voit qu'il n'y a absolument pas de tendance à l'uniformisation. Donc ça veut dire que cette question de la transition, à l'échelle très macro, il ne faut pas qu'on oublie que c'est un raisonnement à une certaine échelle qui ne doit pas nous faire croire qu'à toutes les échelles, il se passe la même chose. C'est-à-dire que tout converge vers le même modèle. On va sortir un bouquin, il est prêt, on vient de relire les épreuves avec mon collègue Olivier Lepilère et puis un certain nombre de collègues de Montpellier, où on a fait travailler plein de socio-anthropologues dans le monde sur l'évolution de leur alimentation en milieu urbain. Donc il y a le Mexique, le Brésil, tous les pays, c'est beaucoup des pays Afrique, Asie, Amérique latine. Et tous ces auteurs nous disent, en fait, nous, à une échelle fine, on ne voit pas de transition. On ne voit pas de convergence, on ne voit pas d'uniformisation, on voit que chaque société est en train d'inventer sa culture alimentaire. Donc c'est important d'avoir ça en tête, parce que ça peut nous donner le sentiment, quand on voit ces grandes courbes, qu'on va tous au même endroit. En fait, on va tous au même endroit à l'échelle macro, et on va à des endroits très différents aux échelles micro, et donc que l'analyse, elle dépend beaucoup de son échelle, et que l'impression qu'on a des changements alimentaires dépend beaucoup de l'échelle de l'analyse, et du coup dépend aussi beaucoup des disciplines. L'économie et l'épidémiologie nutritionnelle regardent à des échelles très macro, la socio et l'anthropo, elles regardent à des échelles plus micro, et on ne voit pas les mêmes choses. Et des fois, on n'est pas du tout d'accord. Quand Popkin dit mais il y a une transition nutritionnelle, nous on dit mais nous on ne voit pas de transition alimentaire. On ne parle pas de la même échelle, on ne parle pas de la même chose. Deuxième chose, c'est qui a intérêt à utiliser ce type d'échelle? Historiquement, on a travaillé sur cette question de regarder qui a instrumentalisé. Jean-Pierre a parlé de René Dumont. René Dumont, c'était le prof d'économie de l'agro de Paris. Il défendait l'agronomie. Il défendait une profession qui s'est construite pour savoir augmenter la production. Et Malthus, c'est le meilleur allié des agronomes. Il suffit de brandir Malthus pour dire « Attention, 2050, on est 10 milliards, il faut augmenter la production ». En 2008, Jacques Diouf, le directeur général de la FAO, a dit « En 2050, on sera 9 milliards, il faut doubler la production alimentaire. Donnez-nous les moyens de le faire. Donnez au ministère de l'Agriculture les moyens de le faire. » On a bien vu que les agronomes étaient très en instrumentalisation de cette échelle de l'analyse pour justifier en fait leur travail, justifier les moyens qu'ils réclament. Arrivent derrière les environnementalistes, j'en ai parlé tout à l'heure. La pression sur les ressources est telle, on mange trop de viande, regardez l'accroissement de la consommation de protéines animales, il faut cesser avec ça pour réduire la pression sur la planète, sinon on ne va pas s'en sortir, la planète va s'effondrer, l'épuisement de ses ressources, la saturation de ses milieux. Donc les environnementalistes ont aussi utilisé cette échelle de l'analyse. Je trouve intéressant pour finir que aujourd'hui j'entends un certain nombre de discours qui utilisent notamment cette question de la transition protéique pour proposer une véritable rupture dans nos rapports aux animaux, dans nos rapports à l'agriculture ou dans nos rapports au corps. J'en viens là-dessus. Le mouvement des véganes nous dit qu'il faut cesser de nous relier aux animaux comme on l'a fait depuis que les hommes existent. Il faut cesser cette affaire. On ne peut pas considérer qu'on est supérieur aux animaux
Et donc, il faut arrêter de les exploiter, il faut arrêter cette exploitation des humains sur les animaux, et donc il faut complètement arrêter cet usage de l'animal. Et on leur répond, quand on est anthropologue ou quand on a travaillé sur les éleveurs, mais culturellement, ça existe depuis très longtemps, comment vous pouvez imaginer que les humains se passent d'animaux, ils ont toujours vécu avec, ils les ont domestiqués, etc. Oui, 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 on sait très bien qu'il y a une culture, mais nous, on propose une rupture culturelle par rapport à ça. On arrête avec cette histoire. Il y a 10 jours, dans le journal The Guardian, le journal, un journal très lu en Grande-Bretagne, il y a un article d'un type très, très, très lu en Angleterre qui s'appelle George Monbiot, qui est un environnementaliste, un écologiste très convaincu, qui depuis des années milite pour qu'on soit très attentif aux questions environnementales, qui milite pour la réduction de la consommation de produits animaux, qui milite pour l'arrêt des pesticides, etc. Donc c'est voilà, l'écologiste le plus lu en Angleterre. Alors il fait un papier assez étonnant. Il dit, voilà, je reviens d'Helsinki avec la meilleure nouvelle du siècle. À Helsinki, ils sont en train d'inventer un moyen de faire fermenter des bactéries pour produire des protéines et pour produire du gras. Et ils nous garantissent qu'ils sont capables de nourrir la population mondiale avec cette nouvelle forme de production industrielle et qui peut, du coup, se passer d'agriculture. Et donc, Monbiot dit très sérieusement, il dit, la meilleure nouvelle du siècle, c'est qu'enfin, on va pouvoir se passer d'agriculture, parce que si on regarde l'histoire de l'agriculture a progressé d'abord en détruisant la forêt et en commençant, du coup, à supprimer les puits de carbone. Elle a continué par son industrialisation à éroder la biodiversité jusqu'à l'effondrement qu'on connaît depuis 5 ans de la biodiversité des insectes pollinisateurs avec les pesticides et avec le changement climatique et avec d'autres facteurs. Et donc, l'agriculture, elle est responsable d'une situation qui est en train de déraper, sur laquelle on sent qu'on ne va pas maîtriser et qu'on va partir vraiment dans une situation complètement incontrôlable. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il propose carrément, lui aussi, une rupture totale du rapport des hommes avec ce qu'on peut appeler les arbres, les plantes et aussi les animaux, puisqu'il propose finalement qu'on laisse la nature tranquille et que l'homme sorte complètement de cette nature pour la laisser se réensauvager. Il pourra peut-être prélever un tout petit peu, on verra, ça c'est négociable à la limite, et qu'on va pouvoir vraiment assumer une production totalement industrielle d'un nouveau type d'aliment. L'industrie nous fera des trucs bons, croustillants, avec des saveurs. Vous inquiétez pas, on ne mangera pas juste du Soylent, là, cette barre d'aliments de la science-fiction. Non, 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 vous aurez des aliments tout à fait intéressants, mais ça sera de la production industrielle, il n'y aura plus d'agriculture. Et moi, je relie aussi cette rupture anthropologique avec une troisième rupture anthropologique que j'entends, qui est que le corps humain ne suffit pas pour assurer notre bonheur, qu'il va falloir l'augmenter, l'améliorer. C'est aussi une rupture anthropologique, c'est en fait, de commencer à introduire des capteurs dans notre corps pour mieux contrôler notre nutrition. Les Suisses sont en train de travailler là-dessus. On vous met un capteur dans le bras et avec votre smartphone, vous pouvez regarder votre taux de glycémie, votre taux d'alcoolémie, votre taux, etc. Pour les diabétiques, c'est parfait. Et puis, ça va commencer comme ça à s'introduire dans une capacité de mieux contrôler. Donc, l'idée, c'est d'augmenter la capacité humaine, donc de rompre avec un corps humain, on va dire, naturel. Donc, 3 propositions qui sont en rupture totale avec l'histoire de l'humanité. Et regardez aussi, allez dans une librairie, regardez le nombre d'ouvrages sur l'histoire longue de l'humanité. Je pense à Sapiens, ce best-seller de Harari, qui, repartant de l'homme préhistorique, si vous lisez ces bouquins, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, on arrive à la fin d'une période, on arrive à la fin d'une histoire de l'humanité, il va falloir changer. Et comment on va changer? On va changer, non, on ne va pas changer par des petites initiatives et un peu de politique volontariste, on va changer parce que le monde va s'effondrer. Et arrive la collapsologie. Et arrive Pablo Servigne, arrive Yves Cochet, qui vous disent, là les gars, c'est la fin du monde, avec le changement climatique, avec l'effondrement de la biodiversité, c'est le changement climatique. C'est la fin du monde, pardon. Et cette fin va être terrible, mais elle va permettre de construire un monde nouveau, dans lequel il n'y aura plus besoin d'agriculture, il n'y aura plus besoin de se rallier aux animaux, et il n'y aura plus besoin de la pauvreté de ce corps humain, on pourra aller plus loin.
Et pour passer cette révolution, il faut cette rupture. Il faut cette rupture forte. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que le monde s'effondre aussi. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir qui il y a derrière. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont besoin aussi de justifier cette affaire. La viande de synthèse, l'usage des algues, l'usage des levures, l'usage des bactéries pour la production de protéines, pour la production de sucre, pour la production de lipides. C'est aussi toutes les technologies qui vont nous rentrer dans les corps. Et qui pousse aujourd'hui, c'est un certain nombre de nouveaux acteurs qui sont actuellement les plus grands investisseurs dans le système alimentaire, que sont les GAFA. Google, Amazon, Facebook sont ceux qui investissent pour préparer ça, qui sont convaincus qu'en fait, il faut changer de monde, il faut passer à autre chose. Alors évidemment, c'est une proposition, c'est une façon de lire, et on peut discuter de cette façon de lire, et vous en avez peut-être d'autres. En tout cas, moi, je la lis comme un appel à la rupture, et c'est comme ça que j'arrive à relier ces discours. Mais il y a bien d'autres gens qui vous disent, non, l'enjeu, on ne va pas jouer à ça. L'enjeu, c'est de repenser notre relation dans la nature. On ne veut pas s'extraire de la nature, on ne veut pas considérer qu'elle est en dehors de nous, qu'il suffit qu'elle se réensauvage et que nous, on devient complètement artificiel. Après avoir artificialisé notre monde, on va nous artificialiser nous-mêmes. Non, il y a des gens qui sont contre ça et qui disent bah non, il faut inventer d'autres formes de relations dans la nature. Le 7 février à Montpellier, on fait une conférence là-dessus. C'est une super pub. Toute la journée, des regards de sociologues, d'anthropologues, de biologistes, des types qui font de la BD, une chef cuisinière du Ghana. Et le soir, une grande discussion avec les gens de l'art contemporain sur ce que ça veut dire. Mais bon, ça c'est un moyen de faire ma pub. Je m'arrête là, merci. Merci beaucoup Nicolas. Donc on va pouvoir passer justement au temps d'échange avec la salle. Juste avant ça, moi j'avais une remarque peut-être à chaud sur les différents scénarios que tu proposes, que tu commandes, puisqu'il me semble qu'ils cohabitent aussi en même temps. Et donc tu parlais des grands acteurs type GAFA, qui sont les premiers financeurs de la viande in vitro dont on a parlé tout à l'heure, mais qui par ailleurs se forment aussi à la permaculture, à la chasse à l'arc et construisent des camps de retranchement en Nouvelle-Zélande, en forêt, etc. Donc on voit cohabiter tout un tas de futurs possibles qui allient l'ultra-technologie, mais aussi un retour fantasmé à la nature et au sauvage. Donc c'est assez intéressant de remarquer cette cohabitation, je crois. Donc c'est à vous de jouer maintenant. Je vais vous donner la parole. Donc on va prendre une première série de questions. On en prend peut-être 2, 3, et puis on réouvre un petit peu la discussion. Mais peut-être que Jean-Pierre veut réagir à ce que je dis, ou tu veux réagir, et puis peut-être que ça peut lancer la discussion, mais allez-y, n'hésitez pas. Oui, juste réagir, vous m'avez vu tout à l'heure sauter un certain nombre de slides, et qui étaient autour des questions qu'abordait Nicolas avec l'idée des échelles. À la fois les échelles larges et la nécessité de prendre en compte des échelles plus étroites. Et avec l'idée qu'on n'est pas forcément dans des oppositions. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, les sociologues, les anthropologues, en mettant au jour ce qu'on peut appeler les signatures culturelles de ces transformations, de ces changements. Je ne suis pas dans les ruptures annoncées on reviendra tout à l'heure sur ces questions. Mais juste quand on regarde le modèle de la transition et du changement, lorsque les Indiennes d'Inde prennent du pouvoir d'achat, eh bien, il y a une petite augmentation des protéines animales, mais c'est d'abord du lait, c'est d'abord des œufs, puis c'est du poulet. C'est donc des choses qui ne demandent pas trop la mort animale, ou en tout cas qui la diffèrent. Et puis, lorsque vous êtes en Indonésie, on voit d'autres types de produits. Lorsque vous êtes en Chine, c'est d'autres produits. Et donc cette théorie de la convergence qui était décrite, c'est l'idée que tous les pays convergent vers le même modèle alimentaire, elle ne tient pas. Elle tient à une échelle très large, où on voit des effets de convergence quand on garde uniquement les protéines animales et les protéines végétales. Dès qu'on rentre dans le détail, c'est très différent. Et donc l'impact environnemental n'est pas du tout le même. Et donc, avant d'ouvrir le bal ou le débat sur des questions qui projettent un peu plus loin, sur des questions plus contemporaines, au sens où l'échelle temporelle est là et où il y a des débats, le travail entre les agroécologistes
économistes qui réfléchissent à l'échelle macro et les sociologues qui travaillent plutôt sur des sociétés, parfois même des petits groupes qui ont une signature particulière de leur relation au milieu, là aussi, la diversité est une chance. La diversité est une chance parce qu'on ne mange pas tous de la même façon à l'échelle de la planète. Et ce serait un drame si nous mangions tous du riz ou tous du blé, et que pour des raisons écologiques, des raisons climatologiques, il y ait des problèmes particuliers. Voilà, c'était juste un élément complémentaire on peut dialoguer avec des gens qui sont dans la prospective. Il y avait des doigts qui se levaient. Oui, je crois qu'il y avait des questions. Donc je te repasse la main. Le micro va se mettre en... Ouais. D'accord. Ouais. Tout à l'heure, vous avez évoqué du coup la transition alimentaire en mettant en avant le fait qu'il y avait des sociétés qui avaient déjà une vision de ce qu'il fallait que ça soit et qui se plaçaient en rapport avec leur vision. Du coup, je me demandais si vous aviez un avis sur le poids du consommateur et la consommation engagée. Juste une petite réaction à la façon dont vous avez formulé. Vous dites qu'ils avaient une vision de ce qu'il faudrait faire. Je suis dans une situation de neutralité. J'observe. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. J'observe que. Mais en fait, la question, c'est le poids du consommateur là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que le consommateur peut résister à ça? On peut discuter assez longtemps. Oui et non. Alors, ce n'est pas une réponse de Normand. Oui, chaque individu peut, par ses choix, donner des signaux aux entreprises. Par ses choix de dire, moi, je veux plus de produits végétaux, je veux plus de produits bio, je veux plus de ci, de ça. C'est un moyen de donner un signal aux entreprises et donc, effectivement, d'orienter l'offre alimentaire. Et donc, la consommation engagée, en ce sens, oui, elle a un rôle puisqu'elle donne un signal. Mais en même temps, ça veut dire que vous demandez à chaque individu de faire un arbitrage entre des préoccupations environnementales, et Dieu sait qu'il y en a, elles sont nombreuses et contradictoires, des préoccupations sanitaires, des préoccupations culturelles, des préoccupations de bien-être animal, des préoccupations sociales, est-ce que tout le monde va manger la même chose ou pas chez moi si je commence à avoir des particularismes, etc. Et en fait, vous êtes en train de, si vous vous dites que c'est le consommateur qui est le moteur, de demander au consommateur de lui faire cet arbitrage. En plus, dans un univers où l'information est multiples, changeantes, contradictoires parfois, il y a des débats, c'est bon ou c'est pas bon les OGM pour la santé, pour l'environnement, ou pour le social, quand on voit la production de bio, de tomates en Espagne. Bon. Et donc c'est compliqué pour un individu, soi-disant responsable, d'assumer cette responsabilité. Donc ça veut dire que oui, il y a un rôle parce que ça oriente, mais en même temps, je pense que c'est un vrai piège d'imaginer, et c'est un piège très néolibéral, d'imaginer que c'est le consommateur individuellement qui va faire le changement. Et qu'il faut déplacer le curseur de la responsabilité aussi vers les offreurs, parce que c'est aussi les offreurs qui font que vous mangez ce que vous mangez. Ce n'est pas juste que vous en avez rêvé et qu'ils l'ont fait. C'est qu'ils sont bien aussi organisés pour vous le proposer, pour que vous le mettiez en rêver. Donc, déplacer le curseur de la responsabilité, parce que sinon vous avez des offreurs, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire, l'agriculture, etc., qui vous dit « Ah mais nous, on donne aux gens ce qu'ils veulent manger, c'est pas nous qui décidons, c'est eux, on leur a donné toute l'information, on les aura bien expliqué comment il fallait faire. Bon, en fait, ils ne mangent pas forcément très bien, mais ce n'est pas de notre faute si on leur vend des trucs qui les rendent trop gros, trop malades, etc. » Bon. Donc, oui et non. C'est pour ça que je dis oui et non. Oui, il y a un effet, et non, et ça veut dire qu'il faut aussi réinvestir la question du politique, et pas simplement la responsabilité individuelle. Je voudrais rajouter deux, trois éléments sur cette question. Vous voyez ici, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, on scénarise et probablement on exagère le poids de la décision individuelle. Quand on mange, on prend quelques décisions, mais il y a plein de choses qui se font par routine, où on répète des habitudes, qui sont des cadrages culturels. Et donc, cette question-là de l'affirmation, de choix, elle s'opère consciemment, mais elle s'opère de façon totalement inconsciente. C'est-à-dire que les consommateurs répètent des choses et pèsent sur le marché simplement en continuant à faire des choses. Et de ce point de vue-là, ils ont aussi une influence. Il faut se méfier, si vous voulez, c'est intéressant de la figure du
consommateur, acteur. Même si je ne le suis pas complètement jusqu'au bout, il y a Alan Ward, qui est un sociologue anglais, qui vient de publier un livre il y a quelque temps sur the practice of eating, hein, les pratiques alimentaires, et dans lequel il défend la thèse que il y a beaucoup de choses que nous ne décidons pas. En tout cas, nous ne les décidons pas comme nous pensons les décider. Et qu'il y a une espèce de fiction. C'était très intéressant la discussion sur laquelle s'engageait Nicolas. C'est que, vous voyez, cette question de la rupture radicale, très Molière, dans les années 80, quand la conquête spatiale commence à s'opérer, commence à réfléchir à l'alimentation de l'an 2000, dans lequel on ne mangera plus des aliments. Et donc, il y a tout, dans les années 80, une effervescence autour de cette question. Au moment des 50 ans du CNES, on a refait une réflexion sur que nous a apporté l'alimentation dans l'espace. Elle nous a apporté que les mecs, ils emportent le gâteau pour fêter l'anniversaire du type, et qu'ils ont besoin des magrets de canard, et qu'ils se tiennent des liens avec les territoires dont ils sont partis. Et donc, les pâtes qu'on imaginait et qu'on peut voir à la Cité de l'Espace, ça a été un tout petit moment. Et quand les Français arrivaient sur la station Mir, putain, les Français étaient accueillis parce qu'ils arrivaient avec les cuisines sous vide qui avaient été développées par Ducasse, les gars de l'école hôtelière de Souillac, et où ils avaient bien sûr fait attention à ce qu'il n'y ait pas de pâte feuilletée pour pas qu'il y ait des trucs qui se baladent dans l'air et qui leur fassent un tas d'ennuis, et qu'on ait assez de calories, parce que c'est comme des sportifs de très haut niveau, quand ils font une sortie, ils dépensent une quantité d'énergie colossale, etc. Donc, vous voyez, quand on voit comment ces questions, elles sont intéressantes, parce qu'elles nous lavent la tête. On se dit, de seul coup, il nous dit, il n'y aura plus d'agriculture. Voilà, et on se dit, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Et on se projette 20 ans après. Moi, je rêve de faire le bilan des prédictions sur l'obésité du Lancet dans les années 80, et de les comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est toujours intéressant de comparer ce qu'on annonce avec ce qui se passe après. Voilà. Question suivante. Oui. Une autre question. Oui, au milieu. Je vous le fais passer. Bonsoir. On m'entend. Moi, je me posais la question, étant donné qu'aujourd'hui, le consommateur a moins en moins de temps et prend de moins en moins de temps à cuisiner, et où on sait que notamment sur tout ce qui est transition protéique, on a besoin de plus en plus de temps pour cuisiner les légumineuses pour avoir justement un bon apport protéique. Comment est-ce qu'on peut confronter, grosso modo, les deux modèles où on a un consommateur qui cherche à avoir une alimentation la plus rapide possible et où justement on se confronte à tous les problèmes environnementaux dont vous venez de parler? Pour la cuisine, c'est Tristan, non ? C'est toi plutôt. J'ai pas beaucoup d'idées. Alors, la cuisine m'intéresse beaucoup en observation. Hein. Je pratique aussi. Hein, il y a quelques. Mais Peut-être qu'il y a une question de genre alors, allez, vas-y. à impliquer là-dessus, puisque le fait est que cette transition alimentaire nous invite à plus cuisiner, comme vous le soulignez. Et on sait aujourd'hui que dans toutes nos sociétés, ce sont toujours les femmes qui cuisinent le plus. Donc, il y a deux modèles qui sont un petit peu en collusion, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on attend que le progrès nous amène une meilleure santé à travers une meilleure cuisine, etc. Mais en même temps, cette invitation-là nous reconfigure des rôles entre les sexes qui n'avaient peut-être plus lieu d'être, en fait. Donc ça pose cette question-là, en tout cas, de savoir qui va cuisiner ces nouveaux plats bons pour la santé et bons pour l'environnement. Alors, moi, je voudrais ajouter une chose là-dessus, parce que en septembre dernier, j'étais au Brésil, à Rio, et j'ai dîné avec une grande chef cuisinière de Rio, là, Teresa Cansan, et il y avait un architecte qui était au dîner, et on discute d'architecture, et il nous dit, en fait, moi maintenant, pour la classe plutôt aisée brésilienne, en pleine croissance, il dit, moi je fais maintenant des appartes avec 2 cuisines. Alors j'ai dit, oui, c'est quoi 2 cuisines? Il dit, bon, en fait, il y a la cuisine du lundi au vendredi, grosso modo, c'est un four à micro-ondes, et puis il y a la cuisine du week-end.
la cuisine du lundi au vendredi, il dit en fait, dans la classe moyenne brésilienne, et en fait c'est en train de s'étendre très très largement, désormais on commande des plats cuisinés, mais vraiment bien cuisinés, mitonnés, pendant toute l'après-midi, on commande ça à des femmes dans les quartiers. En fait, elles ont 5 personnes à nourrir, mais elles cuisinent pour 10 ou 15. Et elles vendent 10 ou 15 portions, enfin elles vendent le surplus en fait, à des gens. Et alors je commence à demander, mais c'est répandu. En fait, tous les gens autour de moi me disent, ah bah oui, nous de toute façon, du lundi au vendredi, c'est ça qu'on fait. Hein. C'est-à-dire qu'on ne cuisine plus. Et par contre, on mange beaucoup mieux qu'avant. Parce que c'est des femmes qui ont cuisiné toute l'après-midi, puis elles sont allées chercher des super produits, puis comme elles ont acheté en gros ou en demi-gros, parce qu'elles cuisinent un peu plus, du coup elles ont accès à des meilleurs produits. Donc ça veut dire que se développe avec la commande Internet, du coup, et avec soit la livraison, soit en fait aussi beaucoup de gens commandent à des dames du quartier et passent au retour du boulot, ils rentrent vers 19h, et hop, ils attrapent le plat et ils vont le mettre au micro-ondes. Et c'est plutôt les femmes qui gèrent. La charge mentale, c'est toujours les femmes qui gèrent. Ça n'a pas encore beaucoup changé. Mais par contre, le samedi, monsieur va au marché paysan, achète 3 légumes, discute 2 heures sur l'origine des légumes et vient cuisiner un truc le samedi et va inviter ses copains et les gars, je vous explique comment maintenant, moi, je cuisine. Donc il y a un rapport de genre qui est possiblement en train de changer du fait, en particulier, du développement de la commande Internet et de la livraison. En Asie, c'est aussi quelque chose qui a avancé. En France, c'est encore assez timide. Vous avez des livreurs. Mais juste une parenthèse sur cette affaire-là, parce que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser. On pense beaucoup les questions environnementales, etc. Oublions pas la question sociale dans l'alimentation. Comment a évolué le travail dans l'alimentation aujourd'hui? Quand je vois les livreurs, quand je vois les gens qui travaillent dans ce type de cuisine, je pense qu'on n'est quand même pas dans une très grande amélioration sociale et que pour moi, ça va devenir un enjeu très important. Dans le secteur alimentaire, la question sociale, pour moi, elle devient une vraie question. Avec les auto-entrepreneurs, avec l'auto-exploitation, avec l'abaissement des coûts de la nourriture par ce biais-là. Et on peut aussi parler de la surexploitation des agriculteurs, le métier le plus sous-payé du monde. Donc c'est une parenthèse pour aussi qu'on n'oublie pas dans ces questions environnementales, sociales, qu'est-ce qu'on va manger, notre équilibre, notre santé, qui a une dimension sociale fondamentale. La différence de temps passé à la cuisine pour une cuisine avec ou sans viande, je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement de différence. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire, est-ce qu'on cuisine encore ou pas? Est-ce qu'on risque de réduire le temps de passer à la cuisine? Ce phénomène-là que tu décris, où il y a 2 cuisines, il y a aussi, sur Singapour, de moins en moins de cuisines. C'est-à-dire qu'il y a des appartements qui se vendent aujourd'hui sans cuisine du tout. Et on vient de lancer une enquête sur 7 pays asiatiques, simplement pour analyser où on mange, dedans ou en dehors. Et la quantité de repas pris en dehors est phénoménale. En Malaisie, 64% des gens mangent au moins un repas par jour en dehors. Au moins un, ça peut être plus, en dehors de la maison. Et vous avez des pays dans lesquels on mange très peu en dehors, à l'intérieur de la maison. Et donc cette question de la cuisine, est-ce que c'est important ou pas? Ça change d'une culture à l'autre. Et de façon extrêmement importante. J'étais en discussion avec un jeune Indonésien qui avait été formé en France. Et alors, on parlait de la santé, de l'obésité. Il disait qu'il faudrait qu'il se mette à cuisiner. Donc, typiquement, ce que nous racontons en Occident, il faut revenir à la cuisine, etc. Et c'est pas sûr, ces questions, qu'aujourd'hui, ce soit possible, parce que dans certains contextes, on cuisine pratiquement plus. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse manger, alors ce que tu décris avec des gens qui produisent et vendent, c'est-à-dire la quantité de nourriture achetée, ramenée à la maison, tout ça c'est des indicateurs des mutations des sociétés. Le temps qu'on passe à la cuisine, qui va cuisiner et qu'est-ce qu'on va manger, c'est-à-dire est-ce que c'est professionnalisé et sous quelle forme. Et là encore, on a des signatures culturelles. Et ces signatures culturelles, elles ne sont pas seulement des choix libres, elles sont l'expression de mode de vie et l'expression de goût. On a le temps pour une autre série de questions.
Je ne sais pas très bien comment formuler ma question. inquiétez Donc pas, nous non plus. finalement, il n'y a pas de crise, puisque vous avez dit au départ qu'en fait, il y avait 30% de gaspillage, que d'autre part, chaque population, finalement, en voyant son propre intérêt, basculer des protéines animales vers les protéines végétales pour des questions de santé, des questions d'économie, et que finalement, pour des problèmes culturels, chacun avait sa propre évolution, et puis finalement, chacun devait se débrouiller dans son coin. Donc finalement, il n'y a pas de crise alimentaire. Merci de la caricature. Et vous avez bien compris. C'est pour ça que je ne savais pas comment poser ma question. Donc, oui. j'ai caricaturé, effectivement. Voilà. Merci. Et vous avez bien vu qu'en même temps, on a dit que le nombre de personnes qui souffraient de malnutrition, de la faim, avait augmenté. Et donc, ce sur quoi on peut distinguer 3 dimensions. La première dimension, c'est la disponibilité des aliments. Sur la disponibilité, la démonstration qu'a fait Nicolas est saisissante. Il y a des quantités d'aliments disponibles. L'accessibilité, c'est la capacité d'un individu dans une position géographique et sociale donnée à acquérir les aliments. Alors là, on commence à avoir des problèmes. Vous avez vu quand on a présenté les émeutes de la faim, que dès que les prix bougent un peu, d'un seul coup, c'est des milliers de personnes, des millions de personnes qui se retrouvent en défaut d'accessibilité. Et pourtant, les aliments sont disponibles. Et puis, il y a le 3e point, qui est l'utilisation, c'est-à-dire c'est la capacité à utiliser les produits dans un code culturel et dans des pratiques culturelles qui sont acceptables pour un groupe. Et ce que la transition nous permet de réfléchir, ce à quoi elle nous permet de réfléchir, c'est que vous voyez, toutes ces protéines d'origine animale, elles sont l'objet de tabous, elles sont l'objet de prescriptions culturelles, de tabous religieux. Toutes les interdits portent sur le porc, le bœuf, tel type d'aliment, etc. Et l'analyse des transitions, de la transition protéique, elle permet de revenir sur un des problèmes de départ que j'ai essayé de pointer, c'est l'interaction entre des variables biologiques et des variables culturelles. Ces choix des protéines, eh bien pourquoi les Indiens consomment moins de bœuf, consomment moins de produits végétaux, moins de produits animaux, pardon, eh bien, on a ici une idéalisation du végétarisme, même si elle n'est pas pratiquée tout le temps et par tout le monde. On a un tabou sur le bœuf, le porc en Indonésie, en Malaisie, etc. Donc, ces éléments-là tiennent longtemps, parce que c'est des... voilà. Donc, on a ces 3 niveaux. Disponibilité, accessibilité, et un des grands enjeux aujourd'hui, c'est d'amener la nourriture devant ceux qui en ont besoin. Et ces enjeux-là, c'est des enjeux politiques, de redistribution, d'organisation de la distribution, de travail sur les prix, et ce n'est pas seulement de produire, mais c'est d'opérer, d'améliorer l'accessibilité. Eh bien, merci de votre question, même si elle était un peu provocatrice. Mais moi, je voudrais compléter pour dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise alimentaire. On vient de faire un énorme boulot l'année dernière pour la FAO et pour la Commission européenne, avec 58 chercheurs de Montpellier dans des tas de disciplines, où on a essayé de décloisonner les gens qui évaluent les risques. Alors, il y a des gens qui ont évalué les risques démographiques, là où la population augmente très très vite, et on se pose la question, est-ce que la production peut suivre? Et il y a effectivement des cas où ça ne va pas être facile. On a regardé les risques sanitaires, les risques d'épidémie, les risques d'épidémie animale et d'épidémie végétale et d'épidémie humaine. On a fait la cartographie des risques de prix. On a fait la cartographie des risques liés au changement climatique qui, en fait, peut se traduire par des paroxysmes climatiques, des précipitations très abondantes, des sécheresses ou des incendies comme on les connaît en Australie ou des choses comme ça. Et comme ça, on a cartographié une trentaine de facteurs de risque. On l'a fait surtout sur les pays les plus problématiques, les plus pauvres, ceux dans lesquels il y a beaucoup de soucis aujourd'hui. Bon, c'est quand même une grande partie de la planète. Et le constat, c'est qu'en fait, il y a vraiment plein de zones dans lesquelles les risques se superposent, se combinent, et qu'on rentre dans une phase où cette combinaison des risques, elle risque vraiment de provoquer des crises extrêmement graves.
Alors c'est aussi des crises migratoires, des crises politiques, des conflits. Une grande partie de cette affaire-là vient de ce système alimentaire qu'on a construit, vient du changement climatique, vient de l'empoisonnement d'une partie des sols dans des pays dans lesquels l'usage des pesticides n'est pas très contrôlé. Je suis allé avec le directeur de Bayer France au Burkina. On va visiter des entrepôts dans lesquels on vend des produits phytosanitaires. Le type était quand même très embêté, parce qu'on vend des produits qui sont strictement interdits depuis 30 ans en Europe, et qui continuent, en fait, les stocks continuent de s'écouler en Afrique ou en Asie, et on matraque les sols, et on tue les sols. Donc il y a quand même un certain nombre de problèmes, et ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est qu'en fait, beaucoup de gens ont des visions partielles des risques, c'est-à-dire chacun c'est spécialiste d'un type de risque, et que là, quand on les met ensemble et qu'on dit on superpose les cartes, tout d'un coup, on découvre l'horreur. Et on découvre qu'effectivement, là où il y a des crises graves, c'est là où se superposent les facteurs de risque. Et qu'on rentre maintenant dans une période où non seulement il y a des risques s'accumulent, mais ils se combinent. Ce travail a été fait pour le réseau international de prévention des risques alimentaires et des risques nutritionnels, qui est un grand réseau mondial. Et en fait, c'est un peu la panique, parce qu'effectivement, on se rend compte que pour faire face à ça, il ne va pas suffire d'augmenter les budgets pour fournir de l'aide alimentaire. Je vous donne juste un exemple. Nord Nigeria, Boko Haram, plus sécheresse, plus inondation, plus empoisonnement d'une partie des sols. Et Boko Haram là-dessus, c'est 1 million de gens qui ont fui en un an pour aller au nord Cameroun, où il y a 3-4 millions de gens. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, vous avez 1 million de gens de plus dans une zone qui doit nourrir 3-4 millions de gens. Vous imaginez ce que ça veut dire d'avoir un tiers de la population en France en plus du jour au lendemain? Donc ça veut dire des tensions sociales, ça veut dire des crises, ça veut dire de nouvelles migrations vers le Tchad, vers Centrafrique, qui génèrent de nouveaux problèmes. Et c'est ça qu'on commence à observer. Donc oui, il n'y a pas de crise au sens où on va manquer de nourriture. La crise alimentaire qu'on voit, la remontée du nombre de gens qui sont en grave insécurité alimentaire, le doublement de la population française en insécurité alimentaire depuis 10 ans, ce n'est pas parce qu'on ne produit pas assez, c'est parce qu'il y a plus de pauvreté, parce qu'il y a plus d'inégalités. Et l'enjeu, il est là. Et que maintenant s'ajoute changement climatique, effondrement de la biodiversité. Donc ce n'est pas des tableaux très gais, effectivement, et donc on n'est pas sorti de l'auberge. Je pense qu'effectivement, on rentre dans une période qui va être localement plus difficile. Ça ne veut pas forcément dire globalement, tout d'un coup sur la planète, mais il y a des tas d'endroits où on s'attend maintenant à avoir plus de crises. Et la conclusion du réseau, à la fin d'une grande réunion mondiale qui a eu lieu à Bruxelles l'année dernière là-dessus, c'était de dire aussi, en fait, il faut changer de système. Ce n'est pas simplement qu'il faut plus de sparadrap pour colmater l'affaire, il faut carrément changer de système. On a le temps peut-être pour une dernière question. Alors moi, j'ai une question pour Nicolas Bricasse. Le tout local est-il un piège? Mais vous avez lu le papier, donc... Je l'ai pas lu. Bon. C'est un peu long quand même, parce que j'ai fait un papier qui a fait... 2 minutes en plus. En 2 minutes. J'ai fait un papier qui a fait un peu de bruit, parce que ça va un peu à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues, pour dire que on ne va pas s'en sortir en relocalisant tout. On ne va pas s'en sortir avec le local, seulement le local. Ce n'est pas parce que ça vient de pas loin que ça me garantit des conditions de production vertueuses pour l'environnement ou vertueuses pour la rémunération des producteurs. Ce n'est pas parce que c'est à 10 km plutôt que 50 que c'est mieux pour l'environnement ou le social. Le coût de transport dans le système alimentaire, le transport, c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre. C'est très peu. C'est 14%, c'est pas mal. Et c'est pas 66% du coût des émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire, c'est la production agricole. C'est la destruction de la forêt, c'est le surélevage, la production animale intensive, et c'est les émissions de N2O, de protoxyde d'azote. Donc c'est la production agricole. Donc c'est d'abord là qu'on peut jouer sur le ralentissement des émissions de gaz, et c'est aussi là qu'on peut capter du gaz et qu'on peut capter du carbone. Et donc, c'est connu, je l'ai redit, mais il y a déjà des analyses extrêmement fines en termes d'analyse de cycle de vie qui ont été faites pour comparer l'agneau de Nouvelle-Zélande et l'agneau du Larzac consommé en France. C'est une mauvaise nouvelle pour les gens du Larzac, mais d'un point de vue environnemental, l'agneau de Nouvelle-Zélande hyper extensif est plus intéressant que l'agneau du Larzac. C'est embêtant pour les gens du Larzac,
Mais si on raisonne uniquement sur ce critère-là, il y a d'autres critères sur lesquels il faut raisonner, mais si on raisonne uniquement sur ce critère-là, c'est pas parce que ça vient de loin, ça vient en bateau, et le bateau, ça pollue un peu, bien sûr, mais ce n'est pas le grand contributeur aux problèmes environnementaux, surtout les grands cargos. Les Anglais ont calculé dans les coûts de transport, la moitié des coûts de transport, c'est le déplacement des ménages avec leur voiture pour aller au supermarché aller-retour. Il faut que je m'arrête là. Vous prenez votre voiture, elle est vide, vous y allez, vous mettez 20 kilos dans la voiture, vous revenez, vous avez dépensé la moitié des coûts de transport de l'aliment par rapport à de là où il vient. Donc c'est sur le dernier kilomètre qu'il faut jouer. Toulouse est en train d'expérimenter ça d'ailleurs, vous allez voir ça arriver. La Poste est en train d'investir dans un nouveau système de distribution qui est, d'un point de vue environnemental, qui est assez intéressant. Et qui est, grosso modo, que vous ne vous déplacez plus pour aller faire vos courses. Vous commandez et on vient vous livrer dans votre quartier. Et donc ça, effectivement, vous gagnez beaucoup. Bon, donc ça veut dire qu'il faut... Mais après, on pourrait expliquer pourquoi le local, c'est si bien, pourquoi les gens veulent tous du local. Mais c'est plus l'occasion. Puis on était sur la transition protéique, vous m'avez piégé là. Jean-Pierre, un mot de conclusion? Oui, puis juste pour se calmer sur le local, la démonstration qui vient d'être faite, c'est qu'il est important de prendre l'alimentation dans sa complexité. C'est-à-dire que si on s'en empare que dans la dimension des conséquences environnementales, des émissions de gaz à effet de serre, il y a d'autres dimensions. Et donc c'est cet équilibre, et là c'est peut-être une manière de recycler la problématique de l'équilibre entre ces différents facteurs, et peut-être sur un critère ou deux, l'agneau de Nouvelle-Zélande va être plus intéressant que celui du Larzac, et sur plein d'autres, l'agneau du Larzac sera intéressant parce qu'il nous inscrit dans une histoire, parce qu'il nous inscrit dans des traditions. Voilà. Et il y a d'autres dimensions. Et l'intérêt de cette discussion, c'est de montrer la multidimensionnalité de l'alimentation et de voir comment les avancées scientifiques, les avancées de la réflexion des conséquences environnementales sont utiles à intégrer, mais elle ne doit pas nous amener à oublier que nous mangeons pour toute une série de raisons, et entre autres, le fait de se donner du plaisir, le fait de partager avec des gens, le fait d'établir des liens, et l'alimentation constitue, aussi banal que ça puisse paraître, un élément qui tisse, entretient du lien social, avec des gens qui produisent, avec des gens qui cuisinent, avec des gens avec qui on partage, et ça reste un certain nombre de choses, pour quelque temps encore. Peut-être des aventuriers de la société sans lien social arriveront dans quelque temps, mais on n'en est pas encore là. Bon appétit. Merci pour cette conclusion. Il nous reste à remercier les organisateurs, organisatrices, donc le Quai des Savoirs, l'Université Toulouse Jean Jaurès. Et puis merci à vous toutes et tous pour votre attention et votre participation. Merci.